Salut, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Malika? Nilda. Kabir. Santé. Je m'appelle Nilda, j'ai 28 ans. Je suis chargée de communication à l'Office de tourisme du sud de Mayotte, à Amuro. Ça fait à peu près 1 an et quelques mois que je suis rentrée sur Mayotte. J'habite à Sada avec mes parents. Avant ça, j'étais en volontariat pendant à peu près 3 ans en Afrique de l'Est, donc en Tanzanie, au Kenya. Mais après mes études, j'avais décidé de partir pour assouvir un peu mon besoin de voyage, on va dire. Pour moi, partir à l'étranger, c'était vraiment l'occasion de souffler après le Covid. Et j'ai voulu faire de même après Chido, malheureusement. J'ai été victime, on va dire, du cyclone en lui-même, donc j'ai pas pu voyager à ce moment-là, mais heureusement, mon métier me permet quand même de bouger pas mal, donc c'est une bonne chose. Je m'appelle Malika, j'ai 27 ans. Je suis responsable conformité pour une industrie à Longoni. Je suis rentrée à Mayotte il y a bientôt 2 ans maintenant. J'habite chez mes parents à Cavani, Mamoudzou. J'ai découvert récemment que j'avais une passion pour partager des sujets sur lesquels j'adore me renseigner et qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Donc j'ai décidé de lancer mon podcast où je vulgarise un peu certains sujets. J'ai lancé ce podcast après Chido parce que j'étais dans une quête un peu d'apporter mon aide d'une manière qui allait apporter finalement à la communauté, mais surtout aux jeunes. Donc voilà, ça fait maintenant bientôt 7 mois que je me suis lancée. Moi, c'est Kabir. Je suis étudiant en BTS. J'ai 23 ans. Je suis parti des Comores à l'âge de 7 ans. Et comme je dis, nous sommes une famille nombreuse. Nous vivons dans une maison de tôle. Ma mère c'est une femme au foyer, célibataire. Et comme je suis le grand frère, je dois m'occuper de tout. J'ai des charges par rapport à eux. Je dois m'en occuper car ma mère elle est malade. Elle ne peut pas travailler. Et pour tout ce qui est de besoin de la famille, c'est moi qui m'en occupe. Chido, je l'ai vécu, j'étais chez mes parents. On s'y est préparé comme pour une tempête normale. En fait, moi, je n'avais pas d'inquiétude plus que ça. Je pense comme pour beaucoup de Mahorais, on a senti que ça devenait sérieux vraiment la veille quand on commençait à recevoir les alertes. Après, j'en rigolais encore sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, je partageais ma vie en temps réel comme d'habitude. Donc, je me rappelle, avant qu'il y ait la dernière alerte, j'ai mis dans ma story extinction des feux, bonne nuit. En mode on se revoit dans quelques heures, quoi. Alors que pas du tout. Je me doutais pas du tout de la gravité de ce qui nous attendait. Et étrangement, mon père, il s'y était beaucoup préparé. Pourtant, il n'avait pas plus d'informations que moi, hein, mais juste, il est de nature à prendre beaucoup de précautions. Et je pense que c'est le fait, c'est un patriarche, en fait. Et c'est les dernières retouches qu'il a faites le matin, juste avant Chido, qui ont vraiment sauvé, je pense, notre toiture, parce qu'on n'a rien eu. On a juste eu un peu d'eau. Voilà, le jardin, il y a eu beaucoup d'arbres qui étaient tombés, mais pas les arbres qu'il avait sécurisés d'ailleurs. Ensuite, la deuxième journée, je pense, c'est là où j'ai vraiment vu les conséquences, parce que je n'étais pas sortie. Moi, je suis sortie que dimanche, je crois, dimanche en fin de journée.
Sinon, je n'étais pas partie voir ce qui se passait dehors et je me rendais pas compte en fait que tout le monde avait perdu son toit, que les gens ils étaient en train d'errer, les câbles par terre, les poteaux par terre. J'y croyais pas, j'étais vraiment choquée. On a fait un tour dans Mamoudzou pour aller chercher un peu de réseau. Et c'est là que j'ai vu en fait l'ampleur des dégâts. Sur le coup, j'étais dépassée. Et ensuite, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui était partagé sur les réseaux et tout. Puis j'ai compris en fait ce qui s'était passé pendant ces 3 heures où on était enfermés, quoi. Bah, pour ma part, ouais, mon père est il a à peu près le même type de profil que le tien, patriarche, qui fait vraiment attention. Même si c'est juste une petite alerte, il va quand même le prendre premier degré. En plus, c'est un ancien militaire, donc lui, il est très carré dans ses réserves, dans ce genre de trucs. Ambulancier en plus, donc très minutieux et maniaque. Enfin, il avait commencé à mettre voilà, les petites protections sous les portes pour s'assurer que l'eau ne rentre pas. Enfin, s'il n'avait pas fait ça, d'ailleurs, on se serait retrouvé complètement inondé dans toutes les pièces de la maison. Donc à part des infiltrations d'eau, on n'a pas été plus que ça impacté, en tout cas chez mes parents. Par contre, j'ai une maison à moi dont j'avais des locataires qui heureusement étaient en vacances, c'était les vacances de décembre, donc ils étaient en métropole. Et par contre, la maison, elle a pris cher, si je peux dire. En fait, les baies vitrées, le vent s'est infiltré via les baies vitrées en bas. Ça a créé une sorte de tourbillon, on va dire, à l'intérieur, et ça a complètement fait exploser le toit, on va dire. Du coup, je me retrouve jusqu'à maintenant avec une maison inhabitable qui a pris l'eau. Et c'est que maintenant que je vais commencer les rénovations, quoi. Donc ça a été très compliqué à ce niveau-là, sachant que c'est une maison dans laquelle je n'ai jamais pu vivre, parce qu'ici, on a la tradition de tu ne peux vivre chez toi qu'une fois marié. Donc c'est un peu frustrant et triste de se dire que voilà, l'héritage qu'on t'a donné au final, il est inutilisable. Tu dois repartir à zéro entre guillemets. Parce que je me suis dit moi c'est comme ça, mais pour d'autres ça doit être encore pire. Le cyclone, on ne le prenait pas sérieux. Même déplacer ma famille, je me dis c'est rien. Et là, ce qui m'a fait déplacer la famille, c'est quand des agents de la mairie sont venus me dire ça représente un danger, il faut envoyer ta famille à ces réfugiés. Et là, j'ai dit ma mère, vas-y, préparez le suivre, de le suivre. Moi et mes potes, on est restés dans notre ghetto. On disait c'était rien. À un moment donné, quand on a vu les tôles, ça a commencé à tendre, on rigolait, on disait non, c'est rien. À un moment donné, quand on a vu le toit s'envoler, là, chacun courait. Et après, on a eu la chance qu'il y avait un voisin qui avait une maison de briques là. Il nous a tous hébergés. Et ça montre aussi le conscient, c'est ça ce qu'on a fait, de ne pas prendre ça au sérieux. Ouais, c'était irresponsable, mais j'ai jamais vécu ça. Et là, après chez nous, il fallait tout construire. Il fallait que je pense mes économies. Et aussi, c'était mentalement difficile parce que la mairie nous avait hébergé quelques jours à l'école maternelle. Et quand la rentrée se rapprochait, nous sommes dégagés comme ça, sans un toit d'urgence. Il fallait que je trouve quelque part que ma famille s'héberge pour construire la maison. Et c'était difficile. Mais là, je disais même à ma mère, la nuit, je suis allé voir ma mère, je dis, maman, écoute, c'est tellement difficile là, il faut qu'on parle un sujet qu'on n'a jamais parlé. Les enfants, comment on va faire? Moi, la solution, c'était les envoyer à la famille d'accueil. C'était ça. Je me suis réfléchi ça, je dis, on ne va pas les laisser vivre nos galères. Moi, je peux me survivre dehors, mais eux, ils sont petits. On n'a pas de toit. Comment faire? Et là, je me suis dit, si je ne reste pas à construire, il faut que... Mais je réussisse. Et c'est ça qui dit aussi, les amis étaient là, ils m'ont soutenu. Parce on est allé chercher le bois, tout ça, couper le bois, ramener. C'était trop difficile, mais c'était bien quoi. À la fin, tout finit bien.
Et t'as d'autres frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères, mais je sont des petits, quoi. C'est des petits. Je suis le grand frère et il doit m'en occuper de sa charge, mais je l'accepte. Hein. Pour moi, c'est pas par toi. Moi, la famille, c'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose qui me motive tous les jours. Ouais, je pense qu'on l'a vu quand même sur le terrain, notamment les initiatives solidaires, beaucoup de cagnottes. Moi, j'ai vu hein, les connaissances que j'avais qui sont profs, qui récoltaient des dons pour ensuite aller acheter des fournitures scolaires, qui ont fait des distributions alimentaires. J'ai fait partie d'une association aussi pour le faire. Enfin, il y a eu des initiatives parce qu'en fait, on voulait pas, beaucoup de gens ne voulaient pas rester inactifs. Et surtout pour ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir trop de dégâts, en fait, c'est la moindre des choses. Ouais, pour le moment, ouais. C'est eu la solidarité. Il n'y avait plus cette étiquette qu'on te collait. C'est un être humain. J'ai vu des gens ne vérifiez pas t'es qui, tu viens d'où. On t'aide. C'est ça aussi hein, c'est, qui m'a montré qu'on peut changer. Ça montre que si on a envie, on peut tous vivre ensemble. C'est ça que c'est facile de vivre ensemble, juste chercher le moyen et arrêter les faux débats, tout ça. Et là, on va trouver une solution. Moi, j'ai vu des familles qui ont perdu leur maison. J'ai vu des gens qui l'ont hébergé, des voisins qui l'ont hébergé, qui sont venus pour les aider, tout ça. C'est ça qui était formidable. C'était magnifique quoi, de voir les gens qui travaillaient ensemble, c'était ça. Quoi. Il n'y a pas cette... toi, tu viens d'Anjouan, toi des Comores, toi de Madagascar. C'est être là et travailler et vivre dans une société qui nous accepte tout le monde au même statut, où chacun peut d'égalité. C'est ça que j'ai hâte de voir dans un futur proche. Ben oui, c'est pour ça, parce qu'ils devaient reprendre l'école. Oui, bien on sûr. peut pas sur des gens comme ça. Ouais, sans solution, rien du tout. Moi, là, j'avais pas d'argent. J'étais obligé de chercher quelque part pour squatter. Ouais, j'ai dû m'endetter pour chercher un truc pour héberger une chambre et 9 enfants dedans. C'était pas vraiment... Il y a eu beaucoup de manquements dans beaucoup de services. C'est ça qui est vraiment dommage. Ouais, c'était... Et aberrant surtout. Et aussi, comme vous avez évoqué, les aides. Moi, j'ai pas vu d'aide. Hein. Moi, pour écrire les noms, tout ça, faire c'est pas quoi là, Oui. et tout le temps, ils venaient me voir, mais quand les aides sont arrivées, moi, on m'a même pas appelé. Ouais, moi, je me dis, ok. Tu t'es senti délaissé? Ouais, je me senti délaissé, hein, mais je me dis, mais je me suis débrouillé autrement pour réussir, quoi. Je pense que la vie a un peu repris son cours et assez vite. À partir du moment où les gens pas forcément que les jeunes, hein, mais les gens se sont rendus compte que l'aide ne viendra pas forcément de l'extérieur, que ça va commencer déjà de chez nous. On s'est très vite résigné, de toute façon, au fait que c'était déjà, excuse-moi du terme, mais c'était déjà la merde avant. Ça allait être encore plus la merde là, donc à nous de gérer les choses de nous-mêmes sur place. J'ai pas l'impression qu'ils soient résignés ou qu'ils soient plus défaitistes qu'avant. Enfin, non, bien au contraire. Ouais, je pense que c'est même plus un sujet, honnêtement, pour les jeunes. En fait, on dit juste ah oui, avant Shido. En fait, c'est un repère temporel, mais finalement, j'ai pas l'impression que Shido, c'était quelque chose qui a significativement influencé, en tout cas, le quotidien des jeunes à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour autant que ça les a pas traumatisés. Moi, je pense que c'est un traumatisme et qu'ils ont juste mis ça de côté. Un traumatisme de plus, j'ai envie de dire. Ouais, parce que le fait de ne pas avoir d'eau déjà, de ne pas avoir d'électricité parfois, on vit des traumatismes, des mini-traumatismes limite tous les jours. Donc c'était juste un de plus. Ouais. Mais j'ai envie de dire, beaucoup de gens utilisent Shido comme une excuse. C'est une raison, c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais je pense qu'il a bon dos, Shido. Exactement. Et il porte bien son nom d'ailleurs. Ça a été vraiment le miroir qui a reflété tous les dysfonctionnements. On le savait déjà, hein, mais il a vraiment mis en lumière tous les dysfonctionnements qu'il y a à Mayotte. Donc pour moi, à l'instant T, il n'y a pas à reparler de reconstruction, il y a tout à refaire sur cette île. Il y a tout à faire.
pour moi, il n'y a rien qui a changé. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'on va juste remettre un peu de placo dans tout ce qui n'allait déjà pas, juste pour... c'est limite du bricolage. Du bricolage dans nos constructions, du bricolage dans nos institutions politiques, du bricolage dans... Il n'y a rien pour moi qui change. Les difficultés qu'on rencontrait avant, c'est les mêmes choses. Quand il y a eu cette vague de plaintes sur le fait que les aides, c'était que pour une certaine catégorie de la population, sous-entendue, les Comoriens, les immigrés, etc. Mais en fait, je pense qu'ils ont oublié aussi que tout le monde n'a pas les mêmes priorités et tout le monde n'était pas au même niveau. Il y a la survie et il y a le fait de vivre dans le confort. Et je pense que beaucoup étaient tellement perdus dans le confort qu'ils ont oublié qu'en fait, peut-être que vous avez perdu votre toit à l'heure actuelle, mais vous avez une famille qui peut vous aider, vous avez une famille qui peut vous héberger, alors qu'il y en a qui se retrouvent sans rien. L'histoire en soi, elle est même pas terminée, elle fait que commencer. Donc j'ai envie de te dire, je sais même pas si on peut en tirer une leçon positive. Franchement, à ce stade-là, on est tellement plus, on est plus blasé qu'autre chose en fait. On vit notre vie comme on peut la vivre. Pour certains, ils survivent. Mais là, on est plus dans la phase, on est limite amorphe. Je suis rentré dans le milieu scolaire qu'à partir de mes 14 ans. Je savais ni lire ni écrire. Et là, mais avec les efforts que j'ai fournis, et j'ai toujours essayé, même si c'est difficile, mais de surmonter les obstacles. Aujourd'hui, je suis là où personne n'attendait parce que je me souviens au lycée, au collège, j'avais un prof qui avait dit si tu as le CAP, dis Alhamdulillah. Ça veut dire tu as le CAP, c'est bon. Quand je suis rentré au lycée, je me suis dit je peux l'écouter, avoir le CAP, partir. Et là, j'ai eu le CAP, j'ai dit je peux avoir le bac. Si j'ai le CAP, je peux avoir le bac. Et là, je suis en BTS deuxième année. Je voudrais être auto-entrepreneur. J'ai envie de créer quelque chose qui m'appartient pour être indépendant, quoi. Moi, je trouve son parcours hyper intéressant. Et comme tu fais un podcast, j'allais lui dire, mais c'est un profil hyper intéressant pour ton podcast. Vraiment. Oui, je suis là si tu veux m'inviter. Mais c'est vrai que ça, c'est pas le genre de profil qu'on voit tous les jours. En fait, j'ai l'impression que les médias, que ce soit les médias locaux ou externes, ils adorent caricaturer les jeunes qui ont eu l'opportunité de venir étudier et qui ont gâché cette opportunité en choisissant la délinquance, alors que je pense que vous êtes nombreux à vouloir justement faire mieux et forcer la chance qu'on ne vous a pas forcément donnée. Oui, c'est car on a l'étiquette. Moi, je vous dis, l'étiquette qu'on a à l'étranger, qu'il faut le bordel. Et moi, j'ai envie de montrer aux gens que je suis un étranger et je vais contribuer à l'évolution de Mayotte. J'étais très mal à l'aise par rapport à l'image qu'on renvoyait de Mayotte, qu'on montrait tout le temps, les cases en tôle, la précarité, etc. Et en fait, finalement, en revenant vivre ici avec un œil adulte, en fait, je pense que je suis sortie de mon contexte privilégié, finalement, parce que moi, j'ai grandi à Mamoudzou, j'ai toujours vécu... j'étais à l'aise, j'ai jamais été galère. Dans ma famille, on est à l'aise. Et je pense que plutôt que de se mettre des œillères quand on est privilégié, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste de la communauté et ne pas vouloir juste faire grandir une minorité de l'île qui s'en sort déjà bien, et plutôt voir qu'est-ce qu'on peut faire pour distribuer auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Je pense que c'est moins d'égoïsme et plus de réalisme par rapport à la réalité de notre île, finalement.
Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que moi aussi, quand j'étais à l'extérieur, j'ai pas vécu beaucoup de temps à Mayotte et j'avais à peu près. Je mangeais, entre guillemets, ce qui était renvoyé de Mayotte via les médias, via les réseaux sociaux, etc. Et c'était que du négatif. Donc j'ai eu énormément d'a priori avant de me dire, bon, je vais rentrer et je vais me faire ma propre expérience. Et au final, maintenant que je suis là, ça fait à peu près 1 an et quelques, je vois beaucoup plus les beaux côtés de Mayotte, peut-être parce que je travaille dans le tourisme, je sais pas, que les mauvais, même s'ils sont quand même là, il faut pas le nier, il faut pas le cacher. Mais Mayotte a tellement de choses à offrir qu'il faut pas justement se focaliser que sur ses mauvais côtés que les gens renvoient déjà assez à l'extérieur. C'est à nous aussi, locaux, et surtout nous les jeunes de notre génération, de faire en sorte que l'image positive qu'on a sur l'île, elle soit reflétée également à l'extérieur, quoi. Déjà rien que le paysage, le rythme de vie, le fait d'être entre nous, en famille, moi c'est ce qui m'a fait rester. J'ai pas la fast life que j'avais quand j'étais sur Paris par exemple ou même sur Nairobi. J'ai un esprit beaucoup plus apaisé et je sais pas, juste le fait de retourner dans nos racines, la culture, même que ce soit même en termes de nourriture, c'est ce qui me manquait et je pense que c'est ce qu'il faut valoriser le plus, quoi. Notre culture, nos traditions, nos paysages. Moi, une chose que j'apprécie beaucoup ici et que j'avais négligé à quel point j'étais à l'aise, c'est l'humour. Et vraiment, les expressions maoraises, ça, c'est un truc... En fait, on ne peut pas retranscrire ça dans la langue française, c'est impossible. Et oui, il y a un humour à la française aussi, c'est différent, mais quand tu reviens à Mayotte, que tu es de nouveau avec des gens qui ont un peu ce même angle, qui savent un peu charrier, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien d'aller au bureau, de savoir que tu peux parler librement avec tes collègues, il n'y a pas cette pression de les formalités et mettre un peu de distance dans la relation de travail, pas du tout. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis, hein, il y a vraiment cette communauté. Même au travail, c'est pas juste la famille, c'est les connaissances et les gens qui partagent ta vie tous les jours finalement. C'est vrai. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on dit que de la France que c'est le pays du divertissement, mais je pense que Mayotte en elle-même, c'est vraiment la petite île. On a un humour assez particulier. Il suffit de regarder le journal de Mayotte. C'est vrai. C'est vrai. Et puis même que ce soit aînés, jeunes, on se charrie, même avec les aînés. On a vraiment un humour très particulier, même envers nos aînés, nos grands-parents aussi. C'est vrai que moi aussi, ça m'avait manqué beaucoup à l'extérieur. Il y a un peu de sarcasme, il y a vraiment un peu de tout. Ça peut être salace aussi parfois. Enfin, c'est très cocasse. J'ai des parents qui sont assez jeunes, ils m'ont eu assez jeune. J'ai pas vraiment de soucis. C'est surtout le fait de rentrer après autant d'années d'indépendance, entre guillemets. On a cette obligation en tant que femme à Mayotte de retourner chez ses parents alors qu'on a fait, je sais pas, parfois 10 ans à vivre dans un appartement seul, 10 ans avec nos habitudes. Tu rentres à Mayotte, tu veux recommencer entre guillemets ta vie.
et tu retournes, entre guillemets, chez tes parents, quoi. Donc tu retournes avec des règles. Après, moi, ça va, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez tranquilles, assez ouverts, bien qu'ils ne veuillent pas que j'habite seule. Ils sont pas intrusifs, et puis je suis l'aînée, donc parfois ma voix fait un peu office de voix finale, donc ça peut être aussi un avantage de mon côté. Ma mère me laisse beaucoup de liberté à gérer la famille, et je profite de cette liberté de leur enseigner un truc, d'évoluer sur des sujets qui, chez nous, restent tabous. Tu vois? Reste tabou. Moi, ma petite sœur, par exemple, elle est partie au collège. Comme c'est une femme maintenant, je lui parle de la sexualité. C'est un sujet que moi, on ne m'a jamais parlé. Mais moi, je sais qu'il doit connaître les conséquences, et j'ai pris l'initiative de l'en parler. Et c'est fou parce que je pense que ça aura même plus de poids venant de toi qui est son frère que peut-être de sa mère, tu vois. Oui, de le dire, ça c'est dangereux, ça. Et c'est ça aussi que j'aime, aussi ce côté rôle. Je peux faire des choses qui, pour moi, on ne m'a pas enseigné. Ouais. Parce que nous, chez nous, on n'a jamais vu nos mamans ou papa faire un bisou. Jamais. C'est des choses que moi, j'étais tout ça, même pas comment faire les enfants, j'ai dû apprendre ça dehors avec des potes. Et là, au lieu d'apprendre ça à la maison, de nous dire les dangers que ça représente, y a pas je comprends que ces sujets-là, pour d'autres familles, c'est un tabou, parce que déjà par rapport à la religion, parler de sexualité avec son fils, je vois pas ma mère me parler de ça. En lui donnant ces informations, tu la protèges, hein. Au contraire, c'est le fait de ne pas savoir qui rend les jeunes filles vulnérables, ou même les garçons aussi. Donc pour moi, c'est vraiment se tromper de direction quand on essaye d'éviter des sujets parce qu'on ne veut pas les introduire à des choses interdites. Ben non, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est interdit en fait. Parce que c'est à l'extérieur qu'ils vont s'enseigner. Mais oui, c'est clair, ils vont avoir cette information dans tous les cas. C'est un monde dangereux à l'extérieur. Ouais. Mes parents sont assez jeunes, et même en étant assez jeunes, quand je dis assez jeunes, ils ont 48 ans les deux. Quand je dis assez jeunes, on pourrait penser qu'ils sont un peu plus ouverts sur le sujet, mais pas du tout. Pas du tout. Surtout ma mère. Ma mère, pour elle, c'est vraiment quelque chose. C'est pas elle du tout qui nous a parlé d'une quelconque éducation sexuelle. C'est mon père qui s'y est mis avant de partir au bac. Lui, il a cette tendance. Il est très dans la communication, mon père. Il a cette tendance à t'enfermer dans une pièce, à te poser, à t'expliquer. Alors aujourd'hui, tu as fait un truc qui ne m'a pas plu, donc on va discuter et tout. Et quand on a chacun notre tour, quand on a eu notre bac, il a fait la même chose. Petite leçon de morale, on ferme les portes, on reste concentré, on discute. Donc voilà, tu vas partir en métropole, tu vas être livré à toi-même, il faut faire attention à tes fréquentations, tu es une femme, ceci, cela. Donc voilà, même si c'est quelque chose qui peut le gêner, l'embarrasser, il va quand même faire l'effort de jouer ce rôle quand même, ce rôle de père, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez tabou. Et moi, par contre, comme j'ai eu l'éducation en métropole, on avait des cours d'éducation sexuelle. Donc très très tôt au collège, on avait des cours avec la SVT. Aussi, hein. Tu vois. Ouais. Donc si c'était pas ça, en tout cas, la famille, à part mon père, il ferait pas le taf, quoi. Et il y a aussi cette discussion, enfin je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais quand on a eu nos premières règles, tu sais, c'est un moment très entre femmes, on te transmet un peu ce truc de tu deviens une femme, voilà ce qui peut arriver, nanana. Donc ça faisait partie des discussions, je les ai eues avec mes tantes. Après mes parents, non, je n'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense pas que ce serait un sujet qui les gênerait vraiment. Là, je suis à un niveau où je pense que je peux tout dire à mes parents. Et je m'inquiéterai pas de la manière dont ils vont le recevoir, tu vois. Je dirais que la femme mahoraise, c'est une femme qui est très attachée à ses traditions. Et de toute façon, elle ne peut pas s'en détacher parce qu'il y a une sorte de surveillance sociale qui est en place, qui fait que même les autres femmes, en fait, elles vont
la rendre responsable et lui rappeler en fait ses responsabilités, ses devoirs au niveau de la société. Mais pour autant, c'est une femme moderne et c'est une femme qui est indépendante. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais c'est une femme indépendante parce que déjà, on a eu la chance d'étudier, on a nos propres ressources économiques. C'est nous qui construisons la maison, c'est nous qui sommes propriétaires en général quand on se marie. Donc il y a ce truc qui fait qu'elles ne sont pas forcément dépendantes à la merci de leur conjoint, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je trouve qu'en fait, le cocktail, c'est beaucoup de pression parce que tu ne peux pas être chef au travail et en même temps chef à la maison aussi, être en charge de tout, c'est impossible. Et c'est ce qui va faire que tu vas te diriger vers le burn-out finalement. Et moi, je le vois dans les femmes de mon entourage. C'est pas facile leur vie et ça me donne pas envie en fait. Je sais pas aussi, il faut voir le partenaire quoi, parce que c'est pas normal que tu vois que ta femme, ton épouse, elle porte une charge aussi importante et que t'aies pas l'humanité, vraiment l'humanité de la soulager. Alors que vous êtes tous les deux chefs de foyer quoi, et vous travaillez tous les deux. Donc vraiment moi j'ai beaucoup de mépris par rapport à certains hommes, je vais le dire cash. J'ai beaucoup de mépris parce que pour moi c'est de l'égoïsme et manque d'humanité envers leur partenaire. Et pourtant, c'est le genre, justement, ce type d'homme à clamer haut et fort d'être chef de famille. Ouais. Tu vois. Mais comment est-ce que tu peux être chef de famille quand tu ne contribues même pas à ta famille? Ta femme travaille autant que toi, si ce n'est plus. Et en plus, elle travaille encore après à la maison. Enfin, il y a aussi pas mal de paradoxes entre la mentalité que les hommes peuvent avoir aussi sur l'île. Se disant traditionnel. Exactement, se disant traditionnel. Et au final, ils n'ont même pas de comportement d'homme traditionnel, entre guillemets. Tu vois. L'homme traditionnel, il subvient aux besoins de sa famille. Il subvient aux besoins de sa femme. Alors que j'ai l'impression que dans notre génération, dans notre ère actuelle, c'est le contraire. On a plus tendance à voir des femmes mariées, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, qui sont limite femmes mariées mais célibataires, tu vois. L'homme est juste là comme statut parce qu'elle est les femmes mariées, c'est le mari, mais il ne serait pas là, ce serait la même chose. Et ça donne vraiment pas envie justement de rentrer dans ce style de cercle vicieux. C'est vraiment rafraîchissant de voir des gens aussi jeunes pourtant et aussi matures, tu vois. Mais il y a des grands-papas de 35 ans, ils n'ont même pas le quart de tes responsabilités. Le quart, même pas le tiers. Mais si elle sait faire. Oui, pour moi, la femme représente beaucoup. Moi, je prends un exemple. Ma mère, elle a toujours travaillé pour nous. Ça montre la différence de responsabilité car mon père, lui, il s'est enfui de ses responsabilités. Ça montre à quel point une femme peut. Il a toujours travaillé, même si c'est dur, mais pour venir à nos besoins. Ouais, et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, en voyant ma mère travailler, pas pour gagner plus, mais gagner de l'argent pour nous soutenir. Parce que travailler et gagner 250 € par mois, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Et pour moi, c'est ça la femme mahoraise, la femme comorienne, sont des femmes, pour moi, on ne les met pas assez en valeur, alors que sont les femmes. Pour un exemple de Mayotte, qui est français, c'est grâce aux femmes. Ça veut dire que la femme a toujours joué un rôle dans notre société, mais ce sont toujours les hommes qui sont attribués les mérites. Et moi, je vois plein de femmes, tu vois, dans les marchés, tu vois, ce sont des mamans qui sont là, sur les bords du marché à vendre. Tu vois. Et c'est ça qui montre à quel point ils sont fortes. Et pour moi, ma mère elle est toujours, pour moi, le chemin. Je cherche toujours, pour moi, parce que je sais ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a traversé jusqu'à là. Et le voir toujours avec le sourire, c'est ça qui me dit, moi, je n'ai pas souffert. Après, soyons honnêtes aussi à Mayotte, mais c'est vrai que nous aussi, en tant que femmes, je parle de nos mères, de nos grands-mères, on a aussi tendance à perpétuer aussi ce type de stéréotype. On se tire un peu, entre guillemets, nous, en tant que femmes, des fois, une balle dans le pied à nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que les standards sont vraiment exigeants Exactement. envers les autres femmes et elles n'ont même pas le quart de leurs exigences pour les hommes qu'elles élèvent, tout simplement. Exactement. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire qu'il y aura toujours un déséquilibre parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est au sein d'une même famille, hein, vraiment, là, je parle de ma famille, au sein d'une même famille, les attentes que nos mères, elles ont eues envers nous pendant notre adolescence, elles nous ont appris à cuisiner, à être responsables, autonomes, etc. J'ai pas vu ça avec les garçons, sachant qu'on est en 2025 et je vais jamais dire que mes parents sont sexistes. Ils savent très bien que moi, on m'envoie à l'école, j'ai des capacités tout autant que mon frère, etc. Mais
ils ont ce truc de, ils vont constamment chouchouter le petit et l'infantiliser, alors que c'est un ado. Et nous, quand on était des ados, on était déjà traités comme des adultes. Du coup, il y aura toujours un déséquilibre. Tant que les mères, en fait, elles se rendent pas compte de ce favoritisme qu'elles font naturellement avec leurs fils, il y aura toujours ce souci-là dans les couples. Hein. Et ça rajoute aussi une charge en plus, pour le coup, une charge en plus pour des filles, par exemple, qui peuvent être aînées. Nous, pour le coup, on est filles aînées. Ouais. Ma mère était beaucoup dans le chouchoutage de mon petit frère. En plus, c'est le seul garçon à la maison. J'ai la chance d'avoir des frères et sœurs qui sont pas compliqués, qui ne sont pas influençables. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un déséquilibre, entre guillemets, dans le rapport qu'elle peut avoir entre ses filles et son fils, qui est en plus fils unique, du coup. Et moi-même, en tant qu'aînée, du coup, je me retrouve aussi à devoir parfois passer derrière, pas son éducation, mais rectifier certaines choses pour lui faire comprendre au gamin, bon, le gamin, il a 23 ans, tu vois, pour lui faire comprendre que, ouais, il y a des choses qui ne se font pas. Que c'est pas parce que maman te permet certaines choses que c'est permissible à l'extérieur, quoi. Donc ça nous rajoute, nous, encore plus, en tant que femmes aînées, d'autres types de charges mentales. C'est assez épuisant, quoi. Ma génération, elle est aussi beaucoup plus éveillée, donc on suit beaucoup moins aveuglément ce que nos aînés nous disent ou nous ordonnent ou nous obligent, entre guillemets, à faire. Donc on écoute, on est attentif à ce qu'ils nous conseillent, à ce qu'ils nous recommandent, mais on ne suit pas aveuglément aussi. Donc ça, c'est aussi là l'avantage qu'on a avec notre génération. Je ne peux pas dire c'est quoi la vraie religion, mais pour moi, c'est d'abord chercher. Et quand on cherche... Critique. Il faut critiquer, il faut avoir l'esprit critiqué, parce qu'on ne nous donne pas ce droit de critiquer. Malheureusement, ici, quand tu veux critiquer justement ou apporter une réflexion en plus ou à questionner, tu es très vite taxé comme rebelle ou extrémiste ou ce genre de choses. Et en plus, quand tu as la culture qui se mélange à la religion, c'est encore plus compliqué de faire comprendre exactement, de déconstruire. Ouais. Pour moi, je dis, la religion, il y a des gens qui l'utilisent pour dominer le monde comme on le voit et pour utiliser les femmes en disant la place de la femme, c'est à la cuisine, la femme est ça, la femme est ça. Et... Il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises par rapport à la religion que moi j'ai su plus tard. Mais les femmes, à l'époque du prophète, elles étaient instruites. La femme du prophète, elle gagnait très bien sa vie. Elle était plus riche que le prophète. Du coup, quand tu vois ça, tu te dis, mais comment ça se fait que moi, après toutes ces années d'école coranique et d'apprentissage de la religion, j'ai jamais vu ces modèles-là. Alors que peut-être que ça m'aurait inspiré à utiliser et à appliquer ma religion tout en ayant des ambitions. Moi, je pensais que limite, c'était un peu en contradiction, alors que pas du tout. La religion, au contraire, elle m'aurait motivée à être une meilleure personne plus tôt, si j'avais appris plus tôt. Moi, j'ai appris tard. Hein, je me suis remise à pratiquer tard parce qu'on nous a mis à l'école coranique, comme tout le monde, voilà. Mais ensuite, j'ai cherché la science par moi-même. Et ça fait 5 ans maintenant, je pense, où je suis un chemin qui est à peu près cohérent avec ce qu'on nous demande. Et encore, je suis loin d'être parfaite. Mais plus tu apprends et plus tu deviens humble. Et plus, en fait, limite... T'es gêné de voir à quel point on était dans des paradismes. Vraiment, tu te dis, mais pourquoi on nous apprend ça alors que ça n'a rien à voir avec la manière dont on est censé appliquer. Donc, moi, c'était beaucoup d'incompréhension et j'ai appréhendé le retour à Mayotte à cause de ça parce que je voulais pas être en conflit avec ma famille sur les choses qu'elles appliquent et tout. Mais au contraire, quand je suis rentrée, j'ai remarqué que beaucoup, en fait, avaient cette démarche, même les adultes dans nos familles. Il y en a plein qui sont retournés à Chauny et justement, ils ont pris des oustades pour leur apprendre à comprendre le Coran, comprendre la Sunna, etc. Donc on n'est plus comme avant, comme à l'époque d'avant où on apprenait juste à exécuter et à apprendre des paroles. Ils essaient de comprendre, même les adultes, ils essaient de comprendre. Moi, j'ai pas été très assidue, entre guillemets. J'ai été à l'école coranique, comme mes comparses.
Mais j'ai pas été très assidue, on va dire, quand j'étais en métropole, par exemple. C'est vraiment quand je suis rentrée à Mayotte, enfin quand je suis partie à Zanzibar et que je suis rentrée à Mayotte après, où c'est là où j'ai vraiment commencé à m'informer de moi-même sur le Coran, sur ma religion et sur mon rôle aussi en tant que femme dans ma religion. Mais c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose c'était pas une priorité pour moi à l'époque. Il y a eu un moment quand je travaillais en Europe, il y a eu un conflit en fait par rapport à ma foi, parce que j'étais arrivée à un stade où j'étais à l'aise avec le fait de couvrir mes cheveux et de suivre une manière de m'habiller beaucoup plus modeste par rapport à ce que je faisais avant. Et moi, je m'habillais de manière très occidentale, même quand j'allais au travail, etc. Et donc, quand j'ai pris cette décision, je me suis rendu compte que la position que j'avais, j'étais consultante à l'époque, consultante en conformité, c'était en conflit avec, soi-disant, le port du voile, alors que bon, c'était une entreprise qui se voulait très inclusive. Ils mettaient beaucoup en avant le fait qu'il y avait beaucoup de diversité dans l'entreprise, alors qu'en fait, la diversité qu'ils veulent montrer, c'est différentes origines, différentes nationalités, et il y avait un très fort lobby par rapport à la communauté LGBT, mais en fait, c'est quoi le rapport avec la diversité, inclusion? En fait, eux, ils partent du principe que le fait d'avoir un couvre-chef, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'était un signe religieux, alors qu'en fait, non, ça ne vous dit rien sur ma personne, ça vous dit rien sur mes qualités en tant que professionnelle. Donc j'étais très perdue, il y avait beaucoup de confusion. Moi, je n'ai pas accepté leur décision. Dans tous les cas, il n'y avait pas une réglementation claire à ce sujet. Donc j'ai refusé de retirer mon foulard. Pendant plusieurs mois, voilà, j'ai subi un pressing de la direction, j'ai été convoquée à chaque fois. Ils ont tenté en fait, de m'intimider, mais en fait, ça n'avait tellement pas de poids parce qu'à partir du moment où mes clients n'étaient pas gênés par mon apparence et qu'on travaillait très bien ensemble, je ne voyais pas pourquoi ça allait compromettre mon évolution dans la société. Et en rentrant en vacances du coup à Mayotte, et je me suis rappelé qu'en fait ici, ma religion, c'est pas un sujet. Les gens travaillent dans des tenues qui sont similaires aux miennes et ça n'a jamais posé de soucis. Et au contraire, en fait, c'est une information comme une autre. Que tu viennes avec un crop top ou que tu viennes avec une longue djellaba, là, tout le monde s'en fout en fait. Tu viens pour travailler. Et donc j'ai parlé de mon désir de rentrer à une proche et ça s'est très vite enchaîné parce qu'il cherchait un profil comme le mien. Et donc c'est là que j'ai décidé de rentrer. Et ouais, en fait, je me suis dit que la vie, elle pourrait être beaucoup plus simple si j'étais chez moi avec des gens qui me ressemblent que de me soumettre à un environnement hostile où on n'allait pas forcément me respecter pour mes qualités en tant qu'employée, quoi. Je pense qu'on le voit même dans ce qui est organisé par la ville. Enfin, je parle pour la ville de Mamoudzou, mais on voit vraiment cette orientation vers les enfants, vers la jeunesse. Après, je ne sais pas si les infrastructures elles sont forcément adaptées à tous, parce que c'est une chose de mettre en place des initiatives pour les enfants qui sont déjà dans la ville, mais je pense aux jeunes qui sont plus marginalisés, qui s'occupent d'eux, qui vont à leur rencontre, etc. Enfin, peut-être El Kabir, tu peux nous en dire un peu plus, mais j'ai pas l'impression qu'il y a cet accompagnement pour les autres. Ouais, en tant que jeune, moi-même, je me sens parfois abandonné. Et dans mon quartier, chez moi, j'ai créé un ghetto, je ne sais pas comment on appelle ça en France, si c'est un ghetto, c'est un petit banga qui, entre jeunes, on se trouve dedans. Un peu comme un foyer, quoi. Oui, comme un foyer. Et je peux vous dire, il y a plein de jeunes qui viennent se réfugier là quand ils n'ont rien à faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement sur l'emploi, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils sont abandonnés. Et pour moi, ces jeunes-là, on les accuse aujourd'hui de chercher à manger,
Pour moi, ces gens-là sont des gens, ils sont des gains d'argent. Vous savez, et pour moi, gagner de l'argent, là, si on ne leur donne pas les moyens, on ne les met pas en place, là, ils vont chercher d'autres moyens pour gagner de l'argent. Et ces moyens-là, on ne sait pas. C'est l'instinct de survie. Oui, l'instinct de survie. Et par rapport, comme vous avez dit, les infrastructures, il manque beaucoup à Mayotte. Il manque, il y a pas de soutien, ils n'ont pas le soutien qu'ils ont besoin pour réussir dans leur vie. On te dit, va à l'école, va apprendre. Il y a plein de jeunes aussi qui ont des diplômes français, mais ils ne continuent pas car ils n'ont pas les papiers. C'est aussi un truc qui est sans fin énorme pour ces jeunes-là. Ça veut dire, on leur promet, vas-y, va à l'école, tu vas gagner de l'argent, et à la fin de compte, vous avez vos diplômes, allô, dehors, il n'y a rien. Et ces jeunes-là, c'est ça abandonné. Ouais. Et ça crée aussi le travail clandestinement. Ça crée aussi on va dire, quand on les utilise. On les exploite. Oui, on les exploite. Ça crée aussi l'exploitation humaine. Pour survivre, ils n'ont pas le choix. Ça rejoint. J'ai aussi eu le cas au travail, et autres, d'accompagner, de travailler avec des jeunes qui n'attendent que ça, en fait, se former, que ce soit dans les métiers de l'économie bleue, ce genre de choses. On leur promet formation, on leur fait des interventions, on leur fait des ateliers, ce genre de choses, des groupes d'échange et tout. Et la finalité, c'est zéro, quoi. Il n'y a plus d'accompagnement derrière. On leur dit de se former, on leur dit de passer des certifications, on leur dit de faire des stages. Et à la fin, ils se retrouvent face à un mur, il n'y a aucun emploi. On ne leur propose plus rien, on oublie carrément le numéro. Donc des fois, on les croise, ils viennent nous demander, du coup, c'est comment madame, est-ce que vous avez des nouvelles? Et nous, on est là, on ne sait pas, on est désolé. Et c'est ce type de profils-là qui sont hyper motivés au début, qui vont petit à petit commencer à vriller, à se dire, putain, mais si ils me donnent même pas ma chance, alors que moi, je suis hyper motivée, à quoi ça sert, quoi? Autant que je fasse comme mes autres potes derrière et que je fais que la merde pour survivre, tu vois. Oui, c'est ça. Mayotte, pour moi, elle m'a tout donné. Même si les conditions, l'environnement est un peu difficile chaque jour, mais pour moi, Mayotte représente un espoir. Déjà, car il y a des gens qui traversent la mer, qui risquent leur vie pour venir ici. Nous, on a de la chance d'être là, d'avoir ce système-là. Et pour moi, l'éducation est importante, c'est quelque chose que j'aime dans l'État français, c'est mettre les pieds d'égalité pour tout le monde. Ça veut dire chacun peut réussir dans la vie, même si tu viens d'une famille pauvre, mais tu as les opportunités pour réussir. C'est pour ça aussi que moi, je me dis, j'ai l'opportunité, je ne vais pas le gâcher. D'autres voudront l'avoir. Et moi, si je suis là, ça veut dire que je dois profiter. Et moi, mon rêve, c'est aussi donner ce que Mayotte m'a donné, le rendre. Et c'est ça, quoi. Si je devais parler à l'ado que j'étais, c'est que la vie n'est pas toujours facile. Mais tu vas affronter des choses et qu'à ton âge, tu ne dois pas les faire, mais ça va te servir de leçon plus tard. Tu vas mûrir, tu vas comprendre des choses et ce ne sera pas un regret, mais tu seras fier de le faire. Je vois mon avenir dans le voyage, toujours dans le voyage, dans la rencontre, heureuse, avec une famille heureuse, avec une profession qui me plaît, où je m'épanouis aussi professionnellement. Je me vois pas forcément à Mayotte, mais à l'extérieur, mais toujours pour Mayotte. Ouais.
Je sais pas où je me verrai dans les prochaines années, je sais juste que je pense que j'aurai un train de vie toujours aussi nomade. Je suis pas faite pour la vie en sédentarité. J'ai besoin de beaucoup bouger, j'ai besoin de voir autre chose. Donc je me vois peut-être à Mayotte, je me vois peut-être autre part, mais ce qui est sûr, c'est que je resterai pas au même endroit tout le temps. Ouais, notre génération, elle est quand même très éveillée et elle est quand même très déterminée et motivée à faire de cette île, enfin à l'emmener à son plein potentiel, on va dire. Ose, ose. Peu importe le sujet, peu importe la pratique, peu importe que ce soit un sport, que ce soit comment on appelle ça, un métier, que ce soit un hobby, ose toujours oser, essayer, toucher à tout, juste oser. Je m- Ouais, c'est Mayotte pour moi, ça. J'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de. Je sais pas, être juste un passage. Moi, j'ai envie de laisser une empreinte et Mayotte pour moi, c'est cette île que j'ai envie de me consacrer ma vie pour elle, quoi.